Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui a pour thème le traumatisme et la radicalisation. Vidéo qui, je le rappelle, fait partie d'un projet collaboratif que nous faisons avec la Psychosthèque et va te faire suivre. Si vous avez loupé la vidéo d'introduction, on vous met le lien à peu près là. Si vous avez vu notre vidéo précédente, vous savez qu'il est impossible de penser le terrorisme sans avoir un point de vue géopolitique. En revanche, ceux qui vont acter sur le terrain, qui vont passer à l'acte, vont avoir des motivations totalement différentes des commanditaires. C'est alors qu'on va pouvoir se poser une question d'un point de vue psy, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui commettent des attentats ? Certains vont pointer du doigt les textes auxquels les radicaux se réfèrent en disant que le problème vient précisément de là. Mais encore une fois, nous ne sommes pas là pour accuser la religion, ça nous amènerait sur des débats idéologiques et théologiques qui ne sont pas de notre compétence, et peut-être aussi que cela nous éloignerait de notre question. Et puis ce qui est parlant dans un texte, qu'il soit religieux ou non, ce n'est pas le texte en lui-même, c'est la manière dont il est reçu. Et à ce niveau, chacun a un rapport propre à ce qu'il lit. Cet angle de vue est intéressant à prendre en compte, mais on va quand même pas s'arrêter là, parce que sinon ça voudrait dire que tout revient à la personnalité de chacun, et on serait pas plus avancé, ça serait une vision unilatérale de la chose. Si une clé ouvrait toutes les portes, ça se saurait, surtout pour des questions aussi complexes. Il va donc falloir s'intéresser à d'autres facteurs qui vont surtout toucher la question du collectif, comme par exemple les aspects économiques, sociaux, culturels, etc. Là où la psychanalyse aurait une vision intéressante, c'est qu'elle ne se cantonne pas au seul aspect individuel, elle va plutôt rechercher à relier l'individuel et le collectif. Si vous voulez, elle va chercher à relier les wagons entre eux. Alors, est-ce que ça nous donne une réponse pour la question qui nous intéresse? Non. Est-ce que ça nous donne plusieurs éléments de réponse? Oui. Aujourd'hui, ces personnes que l'on nomme avec ce mot fourre-tout de radicalisés semblent être un peu jeunes. 2/3 de ces personnes ont entre 15 et 25 ans, ne sont pas toutes musulmanes, et on remarque même qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de convertis. Donc, on peut se dire que le point commun, c'est peut-être pas la religion, c'est la tranche d'âge. Cette tranche d'âge, c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est une période de vie assez difficile, celle où on va rentrer dans l'âge adulte. Et à cette période, on va donner beaucoup d'importance à certaines valeurs, que ce soit la liberté, la justice, l'égalité, la vérité, etc. Et toutes ces valeurs, ça va former ce qu'on appelle l'idéal. L'idéal peut se définir comme ce que l'on aimerait devenir, avec tous les choix de vie que cela implique. Et pour beaucoup, souvenons-nous, l'adolescence a été le grand moment de confrontation entre nos idéaux et la dure réalité de la société. C'est pas une mauvaise chose d'idéaliser, au contraire, ça nous donne la force de mettre à distance ce qu'on a été enfant pour nous affirmer autrement. Ça va donner au monde un sens nouveau, dans lequel on va se reconnaître en tant que nouveau venu. Par exemple, en se détachant des parents et de l'enfant qu'on a été pour devenir quelqu'un. Certains chercheront alors un combat à mener pour donner un sens à leur vie. D'autres n'ont pas besoin de ce combat, mais ils ont quand même un idéal qui leur donnerait une marche à suivre. C'est juste un idéal différent en fait. Et c'est très important de se référer à un idéal, sinon on n'est rien, ou tout du moins c'est l'impression qu'on en a. Et c'est très compliqué pour l'adolescent quand il n'arrive pas à trouver ce genre de repère. Dans ce cas-là, les psychanalystes vont parler de failles identitaires. Et de ce point de vue, l'option de la radicalisation semble être assez intéressante pour ces personnes qui présenteraient ce genre de failles identitaires. Elles pourraient se demander « Qui suis-je ? À quoi je sers ? Est-ce que ma vie a un sens ?» À ce moment-là, les offres de radicalisation que vont proposer les recruteurs des groupuscules terroristes vont apparaître pour beaucoup comme une solution pour se réparer, pour se forger une nouvelle identité, qui sera reconnue et valorisée dans un nouveau groupe. Les recruteurs l'affirment souvent, tu vaux quelque chose, tu as un combat à mener, et ce pour le bien de notre idéal. Ainsi, pour que le discours radicalisé ait autant d'impact, il faut qu'il rencontre un sujet en gros manque de repères. Ça ne fonctionne pas qu'avec le discours islamiste, c'est valable pour tout type d'idéaux. On pourrait donc supposer que ceux qui rentrent sur les voies de la radicalisation n'y vont pas pour trouver de la violence, mais pour se réparer identitairement. Il faut qu'il y ait des repères qui manquent là d'où ils viennent. Citons alors Fethi Benslama, psychanalyste et directeur de l'UFR d'études psychanalytiques qui travaille sur la question de la radicalisation depuis maintenant plusieurs années. La tentative de résorption des symptômes dans la radicalisation a également sa raison. Obtenir une guérison par un circuit très particulier, celui qui requiert d'affronter le danger interne par une mise en danger externe plus importante, dût-elle conduire à la mort. Et ça, c'est peut-être ce que les recruteurs ont très bien compris. Ils t'offrent une solution de réparation identitaire intégrale en tentant de faire passer tes points faibles pour des points forts. En gros, t'es une victime du système, eh bien, viens avec nous, on va t'aider à te venger, toi et tes proches. On peut y voir une logique de compensation, mais au-delà de ça, l'offre de l'idéal recherché. Fethi Benslama parle de prothèse de croyance, nous préférons parler de bouclier identitaire, ça revient au même et ça focalise un peu moins sur la religion.
Alors bien évidemment, ceci est notre hypothèse. On dit pas non plus que c'est la solution à choisir, loin de là, hein. On dit pas non plus que toutes les personnes sujettes à des failles identitaires vont forcément choisir cette voie. Mais par contre, il y a une question qu'il faut se poser. Si on veut trouver une alternative au terrorisme, il faudrait peut-être comprendre en quoi le terrorisme peut être une alternative pour certains. Faut vraiment que l'identité que confère la société à un jeune soit sans intérêt pour qu'il soit prêt à la sacrifier aussi facilement, et à penser à l'après-mort. En gros, ça devrait nous questionner. Est-ce qu'il n'y aura pas un gros problème social derrière ? Alors plutôt que de brandir bien haut nos boucliers identitaires, parce que nous avons tous un petit peu les nôtres, ce serait peut-être l'occasion d'écouter ces jeunes qui se reconnaissent pas dans le discours dominant, et de leur démontrer par cette écoute qu'ils ont une réelle importance sans avoir préalablement à rentrer dans ce genre de case. Ça va nous demander de valoriser des questionnements qui vont pas forcément conforter notre vision du monde, mais encore une fois on en revient à un point qu'on avait déjà abordé dans un psychoquack, de la différence il y en aura toujours. Ce qui est important c'est la relation que nous avons avec la différence. Du coup, avec tous les éléments de réponse qu'on a essayé d'apporter, voici ce qui selon nous serait une attitude constructive à adopter envers ces jeunes. Les écouter. Leur faire entendre par cette écoute qu'ils ont une vraie place et que leurs questionnements ont un sens. Ça c'est ce qu'on essaye, nous, de faire de notre côté. Mais si vous voulez vraiment que les choses changent, il faudrait que ce soit la société entière qui s'y mette. Bien évidemment, ce n'est pas une vérité générale, c'est juste notre point de vue. Mais ce qui serait bien, ça serait aussi d'avoir votre point de vue dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a posé question. Si vous avez aimé, la prochaine qui conclura va parler de la guerre des images, et sinon vous avez la Psychothèque qui a fait une vidéo sur Corneille et le guide du survivant. Non, pas Corneille qui a écrit le Cid, pas celui-là. Allez voir.